Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Vous le savez, l'eau est au cœur de nos vies, c'est un élément vital et c'est logique, elle attire de plus en plus d'entrepreneurs. Bonjour Malek. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Business Models. On va parler avec vous aujourd'hui de France Industrie Assainissement, une entreprise à laquelle vous êtes associé et qui est un spécialiste de l'eau. Je vous laisse faire le pitch. Tout à fait. Alors sur France Industrie Assainissement, pour commencer, vous connaissez tous la fameuse phrase « l'eau c'est la vie ». Notre métier chez France Industrie Assainissement est simple. Notre métier est de la préserver. Et pour ça, on fournit des solutions durables au métier de l'eau. Donc avec deux métiers importants, le traitement des eaux usées, donc l'assainissement et la potabilisation. Et oui, et c'est un enjeu colossal à l'heure actuelle. On commence souvent cette émission par un petit regard sur l'actualité. Pas un jour ou presque ne passe sans que ces questions environnementales ne viennent sur le devant de la scène. Tout à fait. Bon, il suffit de regarder les incendies, les inondations, les tempêtes. Donc, je veux dire que les enjeux climatiques ou les effets climatiques dont on parle depuis longtemps, maintenant on les vit. Alors en termes d'actualité, peut-être le GIEC, qui est une actualité sans en être vraiment une, parce que finalement pendant 3 ans, alors, sauf erreur de ma part sur les chiffres, il y a eu je ne sais pas combien de milliers de scientifiques qui ont travaillé pendant 3 ans pour arriver à une conclusion simple, l'homme est responsable de ce qui nous arrive. Je pense qu'on aurait pu s'affranchir de tout ça, parce que cette responsabilité est connue depuis bien longtemps, mais ce rapport a permis peut-être une forme de souciance dans l'action des enjeux climatiques et surtout qu'on parle de survie humaine. Oui, maintenant je pense que plus personne n'occulte cet enjeu climatique. C'est des règlements climatiques que vous mentionnez, sécheresse, inondations, tempêtes. Justement, ça a un impact sur l'eau potable ? Alors, l'impact sur l'eau de manière globale, les inondations tuent déjà, donc ça a un impact sur la vie humaine. Ensuite, sur l'eau potable, l'impact le plus important, c'est la pollution humaine, notamment les eaux usées. Parce qu'il faut savoir que les eaux usées, aujourd'hui, sont rejetées dans la nature sans être traitées. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, finalement, quand on habite Paris, quand on habite la France, quand on habite l'Europe. Mais il y a des enjeux colossaux à l'échelle de la planète. C'est toujours difficile de sensibiliser quelqu'un sur l'importance de l'eau quand il suffit d'aller ouvrir son robinet. Aujourd'hui, une douche, sans éteindre la douche, c'est 200 litres. Se brosser les dents sans éteindre le robinet, c'est 16 litres. Alors comment dire à quelqu'un que, attention, on aura peut-être bientôt plus d'eau propre et consommable, parce que finalement la quantité d'eau, elle n'a pas bougé depuis 4 milliards d'années, alors que lui, il lui suffit d'ouvrir son robinet. Et que l'eau ne coûte quasi rien, donc forcément, effectivement, difficile de sensibiliser. Vous envisagez un monde où l'eau va devenir une denrée précieuse, rare, y compris dans nos sociétés occidentales ? Alors, on est déjà dans un monde où l'eau est une denrée rare. Il suffit de regarder là où il y a moins d'eau. Alors, comme je le disais, la quantité d'eau est la même. Donc, à partir de là, quand il y en a peu dans un endroit, il y en a plus ailleurs. Donc, la difficulté réside toujours dans le transport. Le souci majeur, c'est que la quantité d'eau disponible pour être bue, donc je ne parle pas de l'eau salée, qui représente 97% de l'eau disponible, elle est de plus en plus polluée. Donc, finalement, le souci, c'est vraiment une qualité d'eau. Et celle-là va devenir une problématique mondiale et aussi occidentale. C'est recyclable à l'infini ? Recyclable à l'infini, à force de l'abîmer, peut-être qu'à un moment donné, on ne pourra plus. Donc avec tout ce qu'on consomme, les médicaments, les métaux lourds, enfin tout ce qu'on met, toutes les autres process dans l'industrie qui abîment l'eau de plus en plus, si on la traite systématiquement, à partir du principe qu'on peut peut-être la recycler à l'infini, mais si on fait que l'abîmer puis qu'on essaye de corriger les effets à la fin, ça me paraît très compliqué. Et vous le rappelez, l'eau potable, à l'échelle du monde et de la quantité d'eau disponible, c'est 2-3%. C'est-à-dire c'est une toute petite partie. Tout le reste, c'est de l'eau salée. Exactement. Et puis sur les 3%, vous avez plus de 2% qui est dans les glaciers. Donc finalement, l'eau accessible, c'est peut-être moins de 1%. Mais cette quantité suffit à donner à boire à peut-être 20 milliards. Enfin, peut-être que je me trompe, mais à beaucoup de monde. Le souci, c'est que cette eau est polluée et sale. Donc la difficulté n'est pas dans la quantité d'eau disponible, c'est plutôt dans sa propreté et surtout la capacité à la transporter dans des endroits où on en manque. Bon, justement, on va voir pourquoi de ce besoin vital vous participez au développement de cette entreprise FIA. Alors FIA, France Industrie Assainissement, a plusieurs métiers ?
Oui, alors, comme son nom l'indique, l'assainissement est notre mission principale. Aujourd'hui, on a un bureau d'études, donc on est capable de dimensionner des ouvrages. Donc on travaille avec les majors, hein, donc Veolia, Suez, Lassor, Vinci. On est aussi équipementier, donc on fournit des équipements avec quelques équipements exclusifs de grands groupes internationaux, alors en France, en Afrique, en tout cas sur nos marchés. De ces deux métiers est né en fait un troisième métier qui est intégrateur, c'est-à-dire qu'avec le temps, on est capable de mener directement un projet dans sa globalité. Et cela nous a donné envie, il y a 3 ans et demi, d'aller encore un peu plus loin et de devenir industriel. Donc maintenant, C'est un quatrième métier. Alors, ce n'est pas un quatrième métier, parce que finalement, c'est dans le fait d'être industriel et de fabriquer nos propres équipements, et puis en essayant d'innover, surtout sur la façon de faire l'eau, ça regroupe, la partie études, parce qu'il a fallu concevoir ces équipements, ces solutions. Ensuite, la partie équipement, parce que cette fois, c'est les nôtres. Et puis intégrateur, parce qu'on distribue nos équipements. Et alors, cette partie industrielle, on va la voir, oui. Elle prend la forme, et c'est ça l'innovation, d'un module, un conteneur. Tout à fait. Qu'on va découvrir, que je vais vous laisser nous commenter. Alors, c'est quoi l'originalité de ce produit? L'idée, on a essayé de réfléchir il y a 3 ans et demi avec Jacques, mon associé, le traitement de l'eau comme un écosystème plutôt qu'un système de traitement. Donc l'idée, c'était d'avoir un cercle vertueux. Donc on prend un container et puis on en fait une station qui est mobile, qui est connectée, qui est flexible. Ça veut dire qu'on est capable de monter et descendre. J'ai beaucoup de monde, je rajoute du container, j'en ai moins, je le prends, je le déplace, je le mets ailleurs. Donc ça répondait à pas mal de problématiques. Donc la mobilité permet aussi, typiquement quand on parle de camp de réfugiés, donc de dire tiens, le camp a bougé, la station peut aussi suivre. Donc là, à l'image, vous avez la première station installée. C'est où ça? C'est à Roquebillière, dans la vallée de la Vésubie. Suite aux inondations, la station traditionnelle a été emportée. Donc en prise au sol très faible, donc ça répondait parfaitement aux besoins. Et on est surtout moins cher. On a réussi, alors d'un point de vue théorique, on avait annoncé 1000 équivalents habitants dans la station. Vinci nous a fait confiance parce que ça faisait 3 ans qu'on travaillait dessus, mais c'était que de la théorie. Puis finalement, Vinci nous a suivis. Donc en 3 mois, on a installé cette première station. Et avec plus que 1000 habitants pour cette la station, pratique nous a amené à 1500 équivalents habitants dans un conteneur 40 pieds. Un conteneur 40 pieds, c'est l'équivalent d'eau potable pour 1500 habitants. Assainissement, traitement des eaux usées. Ce conteneur est une station d'épuration, une STEP en fait. Donc on rentre de l'eau usée et en sortie on a de l'eau aux normes pour pouvoir être rejetée dans la nature. Je parlais tout à l'heure d'écosystème de traitement. L'idée justement c'est qu'en sortie on va avoir de l'eau et des boues. Donc cet écosystème permet de valoriser les boues pour en faire de l'engrais et être vendu comme compost ou engrais aux agriculteurs. L'eau en sortie est aussi valorisée, soit pour l'irrigation, à d'utilisation industrielle, pour la réutiliser dans les process industriels, ou encore en faire de l'eau potable. Mais là, c'est 2 métiers différents, la valorisation des boues, la valorisation de l'eau. Et j'imagine qu'il y a aussi l'enjeu de la rapidité d'installation, parce que construire une station d'épuration, c'est compliqué. Là, en combien de temps on peut être... En 4 mois, c'était en prod. Et alors que des projets de STEP, c'est 18 mois. D'accord, donc il faut 4 mois quand même entre le moment où je pose mon conteneur et le moment où ça fonctionne? Non, le conteneur a été livré en mai et en juin, il était fonctionnel. D'accord. Donc c'est très rapide. Entre le moment où c'est posé et fonctionnel, ça va vite. Après, aujourd'hui, il y a quand même un temps d'analyse du site. Ouais. Forcément, on parle de traitement de l'eau. Qu'est-ce qui nous arrive comme qualité d'eau? Donc il y a quand même un peu d'études avant. D'accord. Et ça, du coup, c'est une révolution ou pour l'instant c'est encore marginal, c'est perçu comme, j'allais dire gadget, ou est-ce que c'est en train de remplacer les stations? Alors, gadget, je ne pense pas. Après, encore une fois, j'aime bien rappeler que l'entrepreneur, on le voit souvent quand il y a un gadget qui fonctionne. Il commence souvent comme ça. On oublie qu'il y a des années derrière. Voilà. SpaceX, quand envoyait des fusées réutilisables, c'était considéré comme bizarre au début, puis maintenant c'est la norme. Ça fait 3 ans et demi que nous on travaille sur ce dossier-là, donc quand on a parlé du premier, effectivement, tiens, c'est marrant, c'est dans un container, c'est sympa, vous faites du recyclage de containers? Non, on fait du traitement de l'eau usée. Donc on fait exactement ce que font les grandes stations d'épuration. Voilà, donc effectivement, on était perçu plutôt, tiens, c'est marrant, je vais poser mon container, je vais traiter l'eau. La première est installée, elle tourne bien, et puis effectivement, de là, on se dit, tiens, donc on a eu cette reconnaissance au sommet des organisations durables, puisqu'on a gagné, on a eu le trophée de l'innovation autour de ce challenge. Il y a eu le trophée PME RMC il n'y a pas très longtemps. Donc on a gagné aussi dans la catégorie responsable et durable. Et je pense que
c'est plus un gadget. C'est beaucoup d'innovation. Il y a de la technologie à l'intérieur de ce conteneur. Alors, Thomas Pesquet, on entend beaucoup parler en ce moment. Tout le monde sait qu'effectivement, il consomme ses eaux usées puisqu'il en refait de l'eau potable. Ce qu'on oublie de dire, c'est que ça existe depuis longtemps. Donc, d'un point de vue technologique, j'aime bien citer les ODD, donc les fameux objectifs de développement durable 2030. Je pense qu'il y en a un qui est atteignable, c'est l'eau. Les autres me paraissent difficiles, voire utopiques. Pourquoi l'eau? Parce que la technologie permet de le faire. Donc, je pense que la techno est disponible. On rappelle l'objectif, c'est quoi 2030, l'ODD sur l'eau? De l'eau, on a ce fameux chiffre de 80% des eaux usées rejetées dans la nature sans aucun traitement au niveau mondial. Donc l'objectif, en tout cas chez nous, c'est de réduire ce chiffre. C'est sûr que c'est un marché pour vous, pour EFIA. C'est un marché, en même temps, c'est un beau marché parce que plus la société marche, plus on sauve des vies, plus on préserve la planète. Donc finalement, c'est un très beau marché. Absolument. Alors, on a parlé un peu de ce que vous installiez ici en Europe, mais l'Afrique, c'est aussi une géographie intéressante pour votre entreprise. Je reviens à ce fameux Aquamax container. Il y a 3 ans et demi, moi j'ai travaillé 20 ans en Afrique. Donc il y a 3 ans et demi, quand on a pensé container, on pensait marché africain justement parce que pas équipé. Puis moi j'en viens, j'y ai travaillé, donc j'y suis né surtout. Moi je suis né en Kabylie. Et vous avez des souvenirs justement de ce manque d'eau, enfant? Vous connaissez la valeur de l'eau, vous avez grandi, il n'y avait pas un robinet qui coulait comme ça. Je suis né sans robinet d'eau, donc je suis né dans un village sans eau et électricité. Donc je suis arrivé en France effectivement à l'âge de 8 ans. Et les premières années, je les ai fait ces quelques kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et j'ai aussi appris que le plus compliqué n'était pas forcément d'aller la chercher. Il fallait la préserver le plus longtemps possible pour ne pas faire ces allers-retours tous les jours. Donc effectivement, ces premières années m'ont permis de comprendre la valeur pas uniquement de l'eau, mais de chaque goutte d'eau. Donc effectivement, sur la partie... Et alors on vient à l'Afrique du coup, oui. Alors vous vous êtes dit c'est peut-être un marché intéressant? Donc l'Afrique, on s'est plutôt dit comment on peut aider les gens. On voulait vraiment avoir un impact environnemental et sociétal positif. D'où cette idée d'écosystème. Et l'idée, c'est de dire je pose un container et l'eau est valorisée en sortie, donc création d'emplois. Les boues aussi sont valorisés en sortie, création d'emplois. Il ne faut pas que ça soit trop cher. Idéalement que ça soit mobile, connecté. Donc cet écosystème Aquamax a été pensé initialement pour le marché africain. Le fait que la première station soit installée dans la région de Nice, ça a été plutôt une bonne surprise pour nous parce qu'on n'avait pas visé forcément ce marché-là. Et puis finalement on dit oui mais non, l'emprise au sol pour nous aussi est importante parce que le terrain a un coût, la rapidité de déploiement, et puis surtout c'est beaucoup moins cher. Et puis en France, on ne traite pas non plus les eaux usées. On est hyper bien équipé, donc on n'a vraiment pas à rougir parce qu'on est dans le top mondial des pays qui traitons le mieux l'eau, mais il y a encore des manques. Donc finalement, on s'est retrouvé aussi sur le marché occidental. Mais initialement, c'était vraiment le marché africain qu'on visait et qu'on continue à viser puisqu'on a ouvert 5 bureaux là-bas. Oui, alors c'est ça la question, parce que du coup, en tant que chef d'entreprise, on peut se dire, tiens, je vais aller là où c'est le plus facile, le plus rapide. Tout à fait. Vous continuez à avancer sur les deux oui, axes? bien sûr. On a ouvert 5 bureaux en Afrique, donc on est présent à Abidjan, à Dakar, et Algérie, Maroc, Tunisie. Donc on a des partenaires sur place et des partenaires dans l'eau. Parce que l'objectif pour nous, c'est d'avoir des gens qui soient capables de poser nos équipements, les maintenir, etc. Et dans les 5 pays que je vous ai cités, on a déjà des clients. Donc on travaille déjà en Afrique. Le business model, puisque cette émission s'appelle Business Model, donc on s'intéresse à la façon dont les entreprises gagnent de l'argent. Alors, je pense qu'on a le meilleur business model au monde. Alors, il faut le partager avec tous ceux qui nous écoutent. On est payé pour préserver la planète et sauver des vies humaines. 2 chiffres pour vous montrer un petit peu ça. 80% des eaux usées sont rejetées dans la nature sans aucun traitement. Donc, ces chiffres sont disponibles et on veut le contraire à horizon 2030. 80% rejetés. On aimerait. L'inverse serait peut-être trop beau parce que... alors juste, je finis quand même sur cette partie chiffre puis je vais répondre à ta question. Donc le modèle économique est simple. Plus on a de stations installées, plus on traite l'eau, plus on réduit ces chiffres, plus on préserve la planète. Et quand on dit 80% rejetés sans traitement et qu'on enlève les pays occidentaux qui traitent très bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays où 100% est rejeté sans aucun traitement. On rentre d'un pays la semaine dernière dans une ville où on a appris justement que la ville était à 100% rejetée. Ça, c'est le premier chiffre. Donc on a quand même un modèle économique où plus on gagne de l'argent, plus on préserve la planète. Ouais. Le deuxième chiffre, qui est peut-être moins drôle, c'est que pendant la demi-heure qu'on passe ensemble, Thomas, on va avoir 210 personnes qui vont mourir à cause de l'eau insalubre. Et sur ces 200 personnes, 90% ont moins de 14 ans. Ouais. Donc on voit aussi l'urgence de ce qu'on est en train de faire. Donc l'autre modèle économique est également, plus la société fonctionne,
plus on sauve des vies humaines. D'accord. Donc ça, c'est la mission. Mais le modèle économique, c'est quel est le client? C'est plutôt des collectivités, Alors des aujourd'hui, c'est mairies, plutôt des collectivités. Donc effectivement, les mairies, etc., c'est nos premiers clients. ou des industriels de l'eau? Des industriels de l'eau, parce que finalement, on salit aussi l'eau pour fabriquer des choses. Donc l'idée, c'est que ce qu'on appelle les eaux de process d'ailleurs, hein. Mais l'eau de process, on peut aussi la récupérer, la retraiter, puis la réinjecter dans le process plutôt que de la rejeter dans la nature. Et c'est un achat du matériel ou il y a un abonnement? Comment ça fonctionne? Alors, tu as parlé tout à l'heure d'innovation, donc effectivement, on a un média, hein, parce que le traitement de l'eau, c'est bactériologique, hein, donc plus tu as de bactéries, plus tu traites. Et ce qui nous permet d'avoir ce bon résultat dans le container, c'est qu'on a un brevet sur justement un média qui permet de capter beaucoup de bactéries. Donc il y a une innovation technologique. Il y a aussi une innovation sur le modèle économique. Notre objectif est de dire, Thomas, tu as besoin d'une station, tiens, je te la pose, et puis c'est tant tous les mois. Et pour aller encore plus loin, mais à plus long terme, c'est de dire, on pose des stations et on est payé en fonction du mètre cube traité. D'accord. Voilà. Donc effectivement, il y a une rupture sur le modèle. En fait, hein. Exactement, tout à fait. C'est quoi les ambitions de France Industrie, Assainissement et Filière? Alors, les ambitions, c'est ce combat sur ces deux chiffres-là. Ensuite, notre ambition, c'est d'avoir des centaines, voire des milliers de stations posées. Donc l'actualité nous motive à aller encore plus loin avec les prix que nous avons eus. On a des personnes qui nous rejoignent par conviction. Donc Blaise Matuidi, hein, le fameux joueur de foot que tout le monde connaît. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Blaise? Alors, Blaise Matuidi est très impliqué auprès de la jeunesse, notamment en Afrique. Et quand il a entendu ce sujet de l'eau et ces problématiques d'eau, finalement, dans ses actions auprès des jeunes, il les a vécues. Donc, ça lui a parlé. Et donc, l'idée, c'était, quand on a discuté, c'est vraiment d'avoir un partenaire actif. Donc, ce n'est pas un associé passif, mais vraiment actif dans le projet. Il associe son image à ce projet? Exactement. Ça va être l'idée. Il investit aussi de l'argent? Il investit aussi un peu d'argent. Parce que tout ça, j'imagine, coûte de l'argent. Tout à fait. C'est capital intensive, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a besoin de beaucoup d'argent pour financer ces conteneurs, les installer. Tout à fait. Là, vous arrivez à trouver ces financements? Aujourd'hui, on a tout fait en fonds propres parce qu'on s'était fermé au départ, hein, pour être totalement transparent. Depuis, on a été sollicité. On a ouvert le capital il y a très peu, hein, donc sur une levée de fonds d'1,5 million, pour donner le chiffre, qui est en cours, avec cette idée de créer un petit centre R&D et un premier centre de fabrication. Parce qu'aujourd'hui, le premier Aquamax, on l'a sous-traité. Donc, notre prochaine étape, c'est l'usine, embaucher du monde, parce qu'on cherche du monde en ce moment, parce que la société est en train de croître, hein, on a doublé le chiffre d'affaires. Donc après, la partie financement, je pense qu'on a un premier tour qui nous permet de vraiment asseoir le modèle. Et puis ensuite, dans quelques années, on espère aller plus vite. Et les industriels avec qui vous travaillez, vous les avez cités, Vinci, Sor et les autres. Tout à fait. Comment est-ce qu'ils perçoivent ça? Est-ce qu'ils vous disent « Ah ouais, super ou est-ce qu'ils veulent aller plus loin? Alors, je pense qu'on est plutôt bien placé. On a cette agilité start-up qui nous permet peut-être de faire bouger un peu les lignes, et je pense que c'est vraiment le cas. Nous restons une petite PME, donc l'impact qu'on pourra avoir sera aussi proportionnel à la taille que nous avons. On a besoin d'eux. Donc on discute déjà avec certains, dont Suez, on a beaucoup échangé avec eux, parce qu'on peut être aussi une réponse équipement et matériel à certains besoins. Ils ont leur expertise, leur métier sur les grandes stations. Mais par contre, quand il s'agit d'aller voir un petit village où il y a 1000 âmes, il y a deux façons de faire. On crée une grande station, on enterre des tuyaux dans tous les sens pour ramener les eaux usées, ou bien on traite sur Aquamax. place. Ce qui coûte le plus cher, c'est le ciment, les tranchées et les tuyaux dans une station de traitement des eaux usées. Et nous, on s'affranchit de cette partie-là. Donc on espère plutôt collaborer avec eux sur les endroits où il est compliqué de traiter. Bon, Malek, on va s'intéresser à vous, la personne, l'entrepreneur que vous êtes maintenant dans cette dernière partie. Donc on l'a rappelé, hein, vous êtes né en Kabylie. Tout à fait. À l'époque, il fallait aller chercher l'eau. C'est pour ça que c'est un sujet qui vous anime, hein, et qui est encore viscéral pour vous, forcément. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que vous êtes multi-entrepreneur. Vous n'avez pas qu'une entreprise, finalement. Effectivement, je n'ai pas qu'une casquette. Alors, j'ai eu une première casquette, un peu, on va dire, comme peut-être la grande majorité des entrepreneurs. Moi, j'ai une casquette 20 ans télécom. Donc, ça a été ma première société qu'on fondée en 2001. On a fait du télécom, on a fait du développement logiciel, on a travaillé beaucoup en Afrique puisqu'on était leader. Relations clients, on fournissait la majorité de centres de contact en Afrique. Donc, ça a été une première casquette. Après, il y a eu, entre guillemets, l'école de la vie.
entre 2010 et 2016 où voilà, il y a eu des soucis médicaux, etc., qui ont fait qu'il y a eu une pause pendant 6 ans. J'ai eu une première partie d'entrepreneur où ma priorité c'était de gagner de l'argent. C'est comme ça, comme beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs. Et ces 6 années-là ont totalement changé le modèle où l'argent est devenu une conséquence de bonnes actions, systématiquement. Ça a été un déclic. Un déclic de 6 ans, mais oui. Oui, C'est un le grand déclic, déclic, un un long déclic. grand déclic, une prise de conscience. Une prise de conscience de pourquoi on fait ça. D'accord. Et après, vous avez dit qu'il faut qu'il y ait du sens dans mes entreprises. Exactement. Il faut qu'il y ait du sens dans les entreprises. Il faut qu'il y ait surtout du sens dans les personnes avec qui je mène mes différents projets. Pour en revenir à la Société de l'eau, hein, donc le fondateur Jacques Momeux, il a créé la société en 2015. Il avait cette expertise de 10 années dans le monde de l'eau et l'industriel, mais il l'a surtout créé sur une expérience humaine qu'il a eue au Cambodge, je crois. Donc il était en costume-cravate, rendez-vous pour la société à laquelle il travaillait à l'époque. Et puis là, dans la rue, il y avait des enfants qui jouaient dans l'eau insalubre. Et là, il s'est dit, tiens, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Donc ensuite, il a créé la société. Donc c'est plutôt les valeurs des gens sur lesquelles je travaille. Donc aujourd'hui, tu as dit multi-entrepreneur, effectivement, j'ai plusieurs sociétés. Alors, on peut parler rapidement des autres casquettes. Alors casquette, l'eau c'est la vie. Si tu dors pas, tu meurs aussi. Donc une société dans le sommeil qui s'appelle Sieste Flash. Et qui permet de faire quoi? Alors, on utilise une technologie vieille comme le monde qui s'appelle la micro-sieste. Donc, au Japon, on appelle ça l'inemuri. C'est très répandu. Les grands groupes, avant chaque grande prise de décision, ils font ce qu'on appelle une micro-sieste. La NASA, c'est quasiment une obligation, tous les collaborateurs. Puis Einstein, Vinci, tout le monde utilisait ça. C'est en 10 minutes, ça te permet vraiment de couper et de repartir avec 25% de productivité en plus sur l'heure et demie qui suit. Mais qu'est-ce que vend l'entreprise? On apprend aux gens à faire ça en entreprise. Donc on a les certifications Calliope, on travaille déjà avec pas mal de grands groupes, mais vraiment en alliant bien-être et performance. Donc Sieste Flash, quoi d'autre? Sieste Flash, l'eau, l'Afrique. Les croyances autour de l'eau en Afrique sont importantes. Donc la notion de culture est pour moi primordiale. On parle beaucoup de RSE. Je crois que je ne sais pas qui a inventé la RSE, mais il manque une lettre, c'est le mot culture. Et la culture, c'est le liant de tout ça. Donc une société, Music & Com, qui produit des spectacles, des artistes, et avec une application aussi pour les artistes engagés. Donc en parlant de cette société, on a écrit un spectacle labellisé Saison Africa 2020 pour sensibiliser à l'eau. On va traverser 9 pays d'Afrique et dans chaque pays, on aborde une thématique. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres casquettes? Dans la mobilité, parce que la première société que j'ai créée, que j'ai cofondée suite justement à ces 6 années-là, c'était dans la mobilité. Donc on avait créé un GPS un peu univant, on était monté à 4 millions d'utilisateurs. Donc une dans la mobilité, une dans le transport, parce qu'on essayait d'optimiser aussi un peu tout ça, une dans le sport aussi. Ah oui. Comment est-ce que vous faites, Malek, pour avoir autant de casquettes? Comment vous répartissez votre temps, votre énergie? Alors, plutôt que de dire comment je répartis, exactement, j'allais dire plutôt que de parler de la façon dont je répartis mon énergie, c'est plutôt comment je l'optimise. Ouais. La micro-sieste me permet vraiment de faire ça. C'est-à-dire qu'avec le temps, quand on maîtrise un peu, ou quand on connaît ces mécanismes, en 3 minutes, on est capable de repartir. Donc même très fatigué, je suis capable de me rebooster sur l'heure et demie qui suit. Ok, ça c'est l'énergie, mais même, c'est déjà difficile de réussir une entreprise. Comment est-ce qu'on arrive à faire... à développer plusieurs, parce que c'est des problématiques très différentes à chaque fois. Enfin, ou c'est peut-être ça qui vous motive. C'est ce qui me motive, c'est que alors cette phrase-là, je l'ai beaucoup entendue, notamment face à des fonds d'investissement. Non, Malek, moi, on veut bien parier sur toi, on est prêt à investir, mais les fonds t'arrêtes tout ce que tu fais que ça. Restez focus. Une société égale un produit égale un service. Je l'ai fait pendant 20 ans. Effectivement, ça marche. Ça fait 6 ans que maintenant que je pratique tout à fait l'inverse. Je crois que Vinci l'a pratiqué avec moi, Socrate, Goethe, on a plein de gens qui avaient 50 000 métiers, et puis finalement ils le faisaient bien aussi. Ce qui me permet de tenir, je pense que c'est la passion pour tout ce que je fais. La notion de le plaisir n'a jamais été une option, et quand le plaisir n'est plus là, j'arrête. Et je crois que c'est ce qui me permet justement de mener différents projets en parallèle. Après, je tiens à le souligner, j'ai des associés dans chaque société. Savoir s'entourer, c'est important. Savoir s'entourer, c'est valable dans tous les sens, c'est-à-dire je suis hyper
fier et heureux d'être avec eux. Et puis j'espère que je leur rends aussi la même chose sur les projets. Bah, on n'en doute pas, en tout cas, vu l'énergie que vous dégagez et cet enthousiasme. Merci beaucoup, Malek, d'avoir avec grand partagé plaisir. cette aventure entrepreneuriale avec nous. J'espère que ça inspirera tous ceux qui regardent cette émission. Et puis, en tout cas, merci à vous tous de votre fidélité chaque semaine. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.